Une route rurale traverse la saison des pluies sans s'effondrer. Alors que les infrastructures classiques mobilisent des budgets lourds et une expertise souvent extérieure, un tronçon pilote construit avec des pneus recyclés au Burkina Faso reste praticable et affiche dans le récit une réduction proche de 40% des coûts de construction. Qu'est-ce que cette preuve change réellement pour les habitants concernés? Et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il de lier sa crédibilité politique à une solution perçue comme trop rudimentaire? À cet endroit précis, l'idée d'un développement plus autonome cesse d'être théorique. La promesse de ce récit est simple: comprendre ce qui est réellement en jeu derrière une route qui tient quand tout le reste cède. En moins de 22 minutes, le spectateur gagne une grille de lecture claire. Comment une décision technique apparemment mineure peut affecter l'accès au marché, aux soins et à l'école, sans slogan ni héroïsation. L'enjeu dépasse la performance d'un matériau. Il touche au coût, à la dépendance extérieure et à la capacité d'un État à choisir des solutions adaptées à ses contraintes réelles. Dans le cas du Burkina Faso, chaque saison des pluies agit comme un révélateur brutal. Routes impraticables, déplacements annulés, économie locale ralentie. Le projet porté par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans ce point de tension. S'il réussit, il ouvre une alternative crédible au modèle dominant. S'il échoue, il risque de renforcer le scepticisme envers toute approche locale jugée non conventionnelle. La question centrale n'est donc pas: est-ce innovant, mais quel risque accepte-t-on pour changer une trajectoire devenue coûteuse et fragile? C'est cette balance entre promesse et exposition qui structure la suite. La mini-révélation tient en un fait mesurable. Une section de route expérimentale a traversé toute la saison des pluies sans corvée, sans se dégrader, là où des pistes voisines sont redevenues impraticables. Le récit avance un chiffre clé pour cadrer cette surprise: près de 40% de réduction des coûts de construction par rapport aux méthodes habituelles. Ce double signal, résistance physique et économie budgétaire, ferme la première question posée au départ. L'idée n'est plus seulement ingénieuse, elle produit un résultat observable. Pour comprendre pourquoi ce test compte autant, il faut revenir au contexte. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, les routes ne sont pas des infrastructures secondaires, mais des lignes de survie. Quand la pluie arrive, l'accès aux marchés, aux écoles et aux centres de santé devient aléatoire. Les villages se rapprochent ou s'éloignent du reste du pays au rythme de la boue. Chaque rupture de piste se traduit par du temps perdu, des revenus différés et des services essentiels retardés. C'est dans cette urgence structurelle que s'inscrit l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré. Le projet ne part pas d'une volonté de rupture symbolique, mais d'un problème concret: comment maintenir une praticabilité minimale avec des moyens limités? Les pneus usagés apparaissent alors comme une ressource disponible, abondante et jusqu'ici traitée comme un déchet. Leur transformation en matériaux routiers condense deux paris simultanés: réduire les coûts et limiter la dépendance à des solutions importées. Le récit insiste sur un point souvent négligé: une route qui tient une saison ne constitue pas encore un modèle national, mais elle change la nature du débat. Avant, l'option était écartée comme irréaliste. Après, elle devient discutable, mesurable, comparable. À partir de là, la question se déplace: si une preuve locale existe, quels critères doivent décider de son extension ou de son abandon? C'est ce déplacement du scepticisme abstrait vers l'évaluation concrète qui prépare la suite. À ce stade, le récit quitte le niveau des décisions et suit un acteur de terrain. Il ne s'agit ni d'un ingénieur vedette, ni d'un responsable politique.
mais d'un chef d'équipe local chargé d'orchestrer la collecte et la préparation des pneus. Son rôle est central parce qu'il rend le projet lisible. Il doit convaincre des habitants de participer, organiser des points de dépôt et synchroniser la transformation du matériau avec l'avancée du chantier. À travers lui, la route cesse d'être une abstraction. Chaque pneu collecté représente une action concrète, répétée, coordonnée. Cette chaîne d'efforts montre que l'initiative ne repose pas uniquement sur une décision prise en haut lieu, mais sur une capacité d'exécution locale. C'est aussi là que le projet porté par Ibrahim Traoré prend une dimension sociale mesurable. Les habitants ne sont plus de simples bénéficiaires, ils deviennent des acteurs directs. Les premiers impacts apparaissent rapidement. Dans un village de l'Est, la voie achevée reste praticable après les pluies et l'attention se déplace de l'idée vers ses effets. Une vendeuse agricole explique que jusque-là, rejoindre le marché relevait du pari. Avec la nouvelle route, ce qui change n'est pas la quantité produite, mais la régularité. Elle peut planifier ses déplacements et réduire les pertes liées au retard. Un agent de santé évoque un bénéfice similaire. Quand la piste tient, les urgences ne sont plus suspendues à la météo. Ces effets précoces n'ont rien de spectaculaire, mais ils donnent au projet une crédibilité immédiate. La route ne promet pas un avenir abstrait. Elle modifie le quotidien avant même les grands bilans. C'est ici que l'enjeu devient clair. Une infrastructure modeste peut produire un impact disproportionné si elle répond à un point de rupture réel. Avant le projet, le cycle était connu et presque immuable. À l'approche de la saison des pluies, les pistes rurales se dégradent, les réparations provisoires s'enchaînent, puis les déplacements ralentissent jusqu'à devenir impraticables. Les budgets absorbés par l'entretien d'urgence laissent peu de marge pour autre chose. Dans ce contexte, l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré s'active par un geste simple, transformer un déchet abondant en matériau utile et organiser tout ce qui rend ce geste reproductible. L'activation commence par la logistique. Des points de collecte sont identifiés, les pneus usagés sont triés, nettoyés, préparés. Rien n'est spectaculaire, mais chaque étape conditionne la suivante. Sans flux régulier de pneus, le chantier s'arrête. Sans coordination locale, la méthode reste théorique. Cette phase révèle un premier déplacement. L'infrastructure n'est plus seulement une question d'ingénierie, mais de chaîne d'actions humaines. Le projet s'enracine dans des routines nouvelles, portées par des équipes locales formées sur le tas. Le chantier, pilote, démarre ensuite dans plusieurs villages de l'Est. Les premiers mètres posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Les méthodes classiques, coûteuses et dépendantes d'acteurs extérieurs, sont mises en contraste avec une approche qui utilise ce qui existe sur place. La route devient un objet visible, presque pédagogique. Elle montre comment une décision technique se traduit en surface roulable, en temps gagné, en continuité retrouvée. Le point culminant arrive avec la météo. La saison des pluies s'installe comme un test sans appel. Les pistes voisines se fissurent, certaines disparaissent sous l'eau. La section en pneus, elle, reste praticable. Ce moment change le statut du projet. Il ne s'agit plus d'une hypothèse défendue par des discours, mais d'un résultat observé. La narration bascule. Ce qui était présenté comme risqué devient simplement discutable, chiffres à l'appui. À partir de là, les rémanences se multiplient. Les économies annoncées, proches de 40% sur les coûts de construction, ouvrent une nouvelle question. Que faire des marges ainsi dégagées? Le récit évoque aussi une réduction d'environ 30% des coûts d'entretien, ce qui modifie la projection à moyen terme. Une infrastructure moins coûteuse à construire et à maintenir change la manière de planifier, surtout dans un pays aux ressources limitées.
Mais cette réussite initiale déclenche aussi des contre-mouvements. Des entreprises de commandes de construction et certains experts expriment des doutes sur la durabilité à long terme et la sécurité. Le projet entre dans une zone de friction. Il n'est plus seulement jugé sur le terrain, mais dans des arènes où les standards internationaux et les intérêts économiques pèsent lourd. Ibrahim Traoré, dans ce récit, répond moins par la surenchère que par la répétition des faits. Résistance aux pluies, adéquation à des usages ruraux, implication locale. La ligne des événements dessine ainsi une trajectoire claire. Une activation modeste, un test décisif, puis des effets persistants qui déplastiquent le débat. La route en pneus ne clôt pas la discussion. Elle l'ouvre sur une question plus large: que faut-il pour qu'une preuve locale devienne une politique durable? Le passage du récit au registre des chiffres sert ici une fonction précise: comparer une situation de référence connue à un changement mesurable. Avant le projet, la construction routière en zone rurale repose majoritairement sur des méthodes classiques, coûteuses, sensibles aux intempéries et fortement dépendantes d'acteurs extérieurs. Après le pilote, une autre combinaison apparaît avec des écarts chiffrés qui structurent désormais le débat. Le premier indicateur concerne le coût de construction. Le récit avance une réduction proche de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette donnée ne décrit pas seulement une économie ponctuelle, elle signifie qu'à budget constant, davantage de kilomètres peuvent être construits ou que les ressources dégagées peuvent être réaffectées ailleurs. Autrement dit, le delta budgétaire modifie l'arbitrage public en élargissant l'éventail des choix possibles sans augmenter la dépense globale. Le deuxième indicateur porte sur l'entretien. Là où les routes classiques exigent des réparations fréquentes après chaque saison des pluies, la solution testée affiche une baisse d'environ 30% des coûts de maintenance. Cette différence compte parce qu'elle agit dans la durée. Une infrastructure moins coûteuse à maintenir réduit la pression sur les budgets récurrents et limite les cycles d'urgence. En termes simples, elle transforme une dépense imprévisible en charge plus stable, donc plus planifiable. Le troisième indicateur concerne la matière première elle-même. Environ 10 000 pneus usagés sont recyclés par kilomètre de route. Ce chiffre sert de pont entre l'économie et l'environnement. Il indique qu'un déchet problématique devient une ressource structurante. Chaque kilomètre construit réduit un stock de déchets tout en produisant un service public. Ce double effet explique pourquoi la méthode ne se limite pas à une optimisation technique, mais s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Ces trois chiffres fonctionnent ensemble. Pris isolément, ils peuvent être contestés ou relativisés. Mis en chaîne, ils dessinent une cohérence. Moins cher à construire, moins cher à entretenir, et fondé sur une ressource locale abondante, le modèle change la discussion sur la viabilité. C'est précisément sur ce terrain que Ibrahim Traoré place son argumentation. Non pas promettre une révolution instantanée, mais démontrer une amélioration cumulative par rapport à l'existant. Il reste toutefois une limite claire. Les chiffres disponibles décrivent un pilote, pas un déploiement massif. Ils montrent un écart favorable, mais pas encore une garantie universelle. Cette nuance est centrale. Une réduction de coûts observée à petite échelle doit être confrontée à la répétition, à la diversité des terrains et à l'intensité des usages. Le récit ne l'élude pas. Il souligne que la valeur des données actuelles réside moins dans leur absolu que dans leur capacité à déplacer le seuil de crédibilité. À ce stade, la question ouverte au départ trouve une réponse partielle. Oui, l'initiative produit un changement mesurable. Non, elle ne ferme pas le débat, elle le rend plus exigeant. La discussion quitte le registre des intentions pour entrer dans celui des comparaisons concrètes, où chaque extension devra confirmer ou infirmer ses écarts initiaux.
Le débat autour de cette initiative se structure rapidement en deux positions solides qu'il faut examiner sans caricature. Du côté des partisans, l'argument principal repose sur l'adéquation au contexte. Réutiliser des pneus usagés permettrait de réduire les coûts, de limiter la dépendance à des entreprises étrangères et de créer de l'emploi local. Pour eux, la valeur du projet ne tient pas seulement à la technique, mais à sa cohérence avec les contraintes économiques et climatiques du Burkina Faso. Une solution imparfaite mais reproductible serait préférable à un modèle optimal sur le papier, mais rarement soutenable sur le terrain. En face, les critiques avancent deux objections majeures. La première concerne la durabilité à long terme. Ils soulignent que des routes soumises à un trafic plus intense ou à des conditions climatiques variées pourraient se dégrader plus rapidement que prévu. Une méthode qui fonctionne sur des axes ruraux secondaires ne garantirait pas les mêmes performances à plus grande échelle. La seconde objection porte sur la sécurité et les standards. En l'absence de certification internationale largement reconnue, l'adoption du modèle pourrait rester limitée et exposer l'État à des risques juridiques ou financiers. Ces critiques ne sont pas marginales. Elles s'inscrivent dans une logique de gestion du risque et reflètent des expériences passées où des solutions alternatives ont échoué faute de validation suffisante. Le récit ne les balaie pas. Il reconnaît que le projet ne prétend pas remplacer immédiatement les infrastructures lourdes ni s'appliquer à tous les usages. La réponse associée à Ibrahim Traoré s'appuie alors sur une ligne pragmatique. Les routes en pneus recyclés sont présentées comme adaptées à des besoins spécifiques, des zones rurales, des trafics modérés et une priorité donnée à la praticabilité saisonnière. L'argument n'est pas l'universalité, mais la complémentarité. Là où les méthodes classiques sont coûteuses et fragiles face aux pluies, une alternative locale peut remplir une fonction précise. Cette confrontation d'arguments clarifie l'enjeu réel. Il ne s'agit pas de choisir entre innovation et normes, mais de déterminer à quelles conditions une solution contextuelle peut coexister avec des standards plus lourds. Le débat devient alors moins idéologique et plus opérationnel. Quels usages, quels seuils, quelles garanties supplémentaires seraient nécessaires pour passer du pilote à une politique assumée? Ce basculement ne tient pas à une annonce politique, mais à un détail devenu visible sur le terrain. La route en pneus recyclés ne se contente pas d'exister, elle modifie la manière dont les habitants évaluent le risque. Là où l'on parlait auparavant d'une expérience fragile, on parle désormais d'un ouvrage qui a tenu quand les conditions étaient les plus défavorables. Ce déplacement est décisif car il transforme une discussion technique en jugement vécu. À ce point précis, le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit. Il n'apparaît plus seulement comme l'initiateur d'une idée non conventionnelle, mais comme le catalyseur d'un modèle alternatif soumis à l'épreuve des faits. Le projet cesse d'être défendu par principe. Il est défendu par répétition, par observation, par comparaison directe avec ce qui existait avant. La révélation médiane est donc moins spectaculaire qu'attendue. Elle tient dans un changement de seuil. Tant que la route était perçue comme une exception, elle restait critiquable. Dès qu'elle devient une référence locale, même limitée, elle oblige les décideurs, les experts et les partenaires à reformuler leurs critères d'évaluation. À partir de là, la question n'est plus est-ce possible, mais combien de fois faut-il le prouver pour que cela compte? Ce glissement prépare le terrain de la seconde moitié du récit, où les conséquences dépassent le chantier initial et commencent à toucher des acteurs plus larges. À partir du moment où la preuve locale s'installe, les effets cessent d'être abstraits et se distribuent entre plusieurs groupes distincts.
Chacun lit le projet à travers ses propres priorités. Et c'est cette pluralité de regards qui donne sa portée réelle à l'initiative associée à Ibrahim Traoré. Pour les nations africaines confrontées à des défis similaires, l'expérience du Burkina Faso agit comme un signal faible mais lisible. Elle montre qu'une infrastructure n'a pas besoin d'être importée clé en main pour produire un impact fonctionnel. L'intérêt ne réside pas dans la technique des pneus elles-mêmes, mais dans la logique. Utiliser des ressources disponibles et réduire les coûts et maintenir une praticabilité minimale pendant les périodes critiques. Pour ces pays, le projet ouvre une question stratégique. Jusqu'où une solution locale peut-elle réduire la dépendance à des prestataires extérieurs sans compromettre la qualité essentielle des services publics? Au niveau du développement national burkinabé, les conséquences sont plus immédiates. Une route qui tient pendant la saison des pluies raccourcit des distances réelles et symboliques. Les marchés deviennent accessibles de manière plus régulière, les centres de santé moins isolés et les écoles moins dépendantes des aléas climatiques. Cette continuité change la planification quotidienne. Elle ne crée pas de richesse instantanée, mais elle réduit l'incertitude, ce qui constitue un gain structurel. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est perçu moins comme un innovateur isolé que comme un acteur qui tente d'aligner les contraintes budgétaires avec des besoins concrets. Du côté des nations développées et des acteurs internationaux, le regard est plus distant mais attentif. Le recyclage de pneus à des fins d'infrastructure entre en résonance avec des préoccupations environnementales globales. Cependant, l'intérêt reste conditionnel. Les observateurs cherchent à savoir si les résultats peuvent être standardisés, mesurés sur le long terme et intégrés à des cadres normatifs existants. Le projet est suivi comme un laboratoire à ciel ouvert dont les enseignements pourraient inspirer sans être copiés à l'identique. Enfin, pour les observateurs engagés et le public international curieux, l'impact est surtout narratif. L'initiative bouscule une représentation persistante, celle d'un développement africain uniquement dépendant de solutions venues d'ailleurs. Le projet porté par Ibrahim Traoré devient un récit de capacité d'agir même s'il reste fragile. Son succès ou son échec pèsera moins sur le nombre de kilomètres construits que sur la crédibilité accordée à des trajectoires alternatives. Ces conséquences ne convergent pas encore vers une conclusion unique. Elles dessinent un faisceau d'effets différenciés, tous conditionnés par une même question. Une preuve locale suffit-elle à changer durablement des décisions à grande échelle ou restera-t-elle cantonnée au statut d'exception inspirante? À l'horizon de 6 à 12 mois, l'initiative peut suivre trois trajectoires distinctes, sans qu'il soit nécessaire d'en hiérarchiser la probabilité. Chacune éclaire différemment les marges de manœuvre ouvertes par le projet associé à Ibrahim Traoré. Pour commencer, il y a le scénario de base, celui d'une consolidation progressive. Les autorités renforcent les projets pilotes existants et étendent la méthode à d'autres zones rurales, où l'enjeu principal reste la praticabilité pendant la saison des pluies. L'expansion se fait par étapes, villages isolés, axes secondaires, puis connexion vers les marchés et les services essentiels. Dans ce cadre, la discussion se déplace vers des règles de qualité, des routines de maintenance et une organisation plus stable de la collecte et de la transformation des pneus. Le projet avance sans rupture spectaculaire, mais empile des preuves. La crédibilité se construit par accumulation plutôt que par annonce. Vient ensuite le scénario optimiste. Il suppose une accélération portée par l'adhésion locale et une attention internationale plus favorable. Les centres de collecte et de recyclage se multiplient, la formation des équipes s'élargit et l'emploi local se renforce.
Les économies Rostolezeni réalisées sur la construction et l'entretien libèrent des marges budgétaires, réinvesties dans d'autres priorités rurales. Dans cette configuration, l'initiative cesse d'être perçue comme un simple pilote et devient un modèle de développement adapté aux contraintes locales. D'autres pays, confrontés à des problèmes similaires, observent et commencent à s'en inspirer, même de manière partielle. Enfin, il y a le scénario pessimiste qui met en lumière les fragilités. Les critiques sur la durabilité et la sécurité prennent de l'ampleur, tandis que des difficultés logistiques apparaissent, collecte insuffisante, coordination défaillante, accès complexe à certaines zones. Une défaillance visible suffit alors à fragiliser la confiance acquise. Le projet se fige à une échelle limitée et redevient une expérience isolée, citée mais peu reproduite. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. Juger l'initiative sur une chaîne complète et non sur un symbole unique. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent cohérents, la promesse tient. Si un seul maillon cède, l'ensemble du récit s'affaiblit. À ce stade du récit, l'initiative cesse d'être observée uniquement à distance et commence à toucher des expériences que le spectateur peut reconnaître. L'impact n'est pas spectaculaire, mais il est lisible à travers des situations ordinaires. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, le premier bénéfice est le temps. Moins d'heures perdues, moins de déplacements annulés, moins d'incertitudes dans l'organisation quotidienne. Cette régularité transforme la relation aux services essentiels sans modifier leur nature. Pour les familles rurales, l'effet est immédiat. Une consultation médicale n'est plus reportée par crainte de la boue. Un élève peut rejoindre l'école sans dépendre d'une amélioration hypothétique de la piste. Pour les petits commerçants, la différence se mesure dans la capacité à planifier plutôt qu'à improviser. La route ne crée pas la demande, mais elle stabilise les conditions de l'échange. Un second effet, plus discret, concerne la confiance collective. Lorsque les habitants participent à la collecte et à la mise en œuvre, ils comprennent le fonctionnement de l'infrastructure et se sentent responsables de son maintien. Cette implication modifie la manière dont le développement est perçu. Il ne s'agit plus d'attendre une solution extérieure, mais de produire un résultat mesurable avec des ressources disponibles. Dans cette logique, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un fournisseur de réponses que comme celui d'un déclencheur de capacités locales. Pour le spectateur, deux pistes de réflexion restent ouvertes sans ajouter de fait nouveau. D'abord, observer comment un déchet peut devenir une ressource lorsque l'organisation suit. Ensuite, distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison envoie un signal. Une méthode qui se répète, se répare et se transmet devient un modèle. Cette distinction éclaire la suite du débat. Pour que l'initiative dépasse le stade de l'expérimentation, une feuille de route claire s'impose, structurée en étapes lisibles et vérifiables. La première concerne l'amont. Il s'agit de stabiliser l'organisation de la collecte des pneus usagés avec des points de dépôt identifiés et des circuits réguliers. Sans cet approvisionnement continu, la méthode reste dépendante d'efforts ponctuels et perd sa crédibilité opérationnelle. La deuxième étape porte sur les compétences. La formation d'équipes locales capables de préparer le matériau, de poser la chaussée et d'assurer l'entretien est déterminante. Ici, la réussite ne se mesure pas en kilomètres construits, mais en savoir-faire transmis. Plus les compétences sont diffusées, moins le projet dépend d'interventions extérieures. C'est dans cette logique qu'Ibrahim Traoré inscrit l'initiative. Transformer un chantier en levier d'autonomie technique. La troisième étape relève du cadre public. Des règles simples doivent définir
où la méthode est pertinente pour quels usages et selon quels critères de qualité. Il ne s'agit pas d'imposer une solution unique, mais de clarifier son domaine d'application. Cette étape conditionne l'acceptation par les administrations et les partenaires financiers, qui cherchent d'en dire des repères stables plutôt que des exceptions. La quatrième étape concerne l'évaluation. Chaque extension doit être mesurée selon les mêmes indicateurs que le pilote: coût, entretien, praticabilité saisonnière. Cette répétition crée une base comparative et évite que le projet ne repose sur un succès isolé. Enfin, une cinquième étape s'impose naturellement: le partage d'expériences avec d'autres régions et pays confrontés à des contraintes similaires. Cette feuille de route ne promet pas une généralisation rapide. Elle propose une progression contrôlée où chaque étape renforce ou invalide la suivante. La question n'est plus de savoir si l'idée est séduisante, mais si le processus est suffisamment robuste pour durer. Le récit revient alors à ce qui semblait au départ presque anodin: une route posée avec des matériaux jugés improbables. Ce rappel n'est pas décoratif, il souligne le chemin parcouru entre une idée perçue comme fragile et une preuve devenue difficile à ignorer. La route n'a pas tout changé, mais elle a déplacé un seuil. Elle a montré qu'une solution locale pouvait tenir au sens littéral comme au sens politique. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un technicien miracle, ni comme un simple symbole. Il incarne un choix: accepter l'exposition au doute pour tester une alternative alignée sur les contraintes réelles du pays. Ce choix n'efface pas les risques, il les rend visibles, mesurables, discutables. C'est précisément cette mise à l'épreuve qui donne au projet sa portée. Le motif initial, celui d'une route qui reste praticable quand la pluie arrive, fonctionne alors comme un rappel concret. Avant les discours, avant les scénarios, il y a ce fait simple: continuer à se déplacer quand tout s'arrête ailleurs. Cette continuité modeste concentre l'enjeu du développement tel qu'il est raconté ici. Moins de promesses abstraites, plus de preuves répétables. La phrase qui s'impose est brève: une route stable change des vies. Reste à savoir si cette évidence peut se transformer en cap durable. Arrivé à ce point, le récit ne demande pas une adhésion, mais une prise de position réfléchie. L'initiative associée à Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse simple. Elle invite à examiner autrement ce qui fait la solidité d'un projet de développement: sa capacité à tenir dans le temps, à s'adapter aux contraintes locales et à produire des effets concrets avant les grands discours. Pour certains, cette expérience restera un cas particulier, intéressant, mais difficilement généralisable. Pour d'autres, elle ouvre une brèche plus large dans la manière de penser l'infrastructure, la souveraineté et l'usage des ressources disponibles. Entre ces deux lectures, il existe un espace de discussion qui mérite d'être occupé calmement, sans fascination ni rejet réflexe. La question utile n'est peut-être pas de savoir si ce modèle doit être copié ailleurs, mais ce qu'il révèle sur la façon dont les décisions sont prises. À quel moment une preuve devient-elle suffisante pour changer une trajectoire? Et qui accepte de porter le risque de cette transition? Ce sont ces interrogations qui prolongent l'histoire au-delà de la route elle-même. Le débat reste ouvert et c'est sans doute là que réside sa valeur.